A'oudou billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum à toutes et à tous. Merci d'avoir fait l'effort de venir aujourd'hui avec ce temps ensoleillé et ce match de l'Algérie de la CAN. On a vu vos priorités, barakallahu fikoum. C'est un plaisir aujourd'hui pour nous de vous recevoir dans ce nouveau format de rencontre littéraire. C'est une première pour le Centre islamique Val-de-Bussy d'organiser ces rencontres littéraires mensuelles, d'inviter des auteurs qui ont l'habitude d'écrire ou de jeunes auteurs aussi pour donner des vocations, faire découvrir et créer des rencontres et des moments d'échange et aussi tout simplement donner envie de lire. Allah subhanahu wa ta'ala nous pousse à apprendre et à aller chercher la science. Et donc voilà, c'est une bonne chose, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala aussi d'apprendre, de découvrir et puis d'engorger un peu toute cette science au-delà de la science religieuse. Donc aujourd'hui, on a le privilège de recevoir Kamil Tami, que je vais laisser se présenter tout à l'heure, Inch'Allah. Bienvenue à toi, merci, Kamil. Barakallahu fik. Merci d'être venu. N'hésitez pas. Alors, on vous propose de faire cette rencontre sur une petite heure avant Salat al-Maghrib. Donc, on va procéder par une découverte un peu de l'ouvrage. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont déjà lu le tome 1 ou le tome 2 ou le diptyque, les deux? Qui l'a déjà lu? Mashallah. Super, barakallahu fik. C'est super, les enfants. Du coup, on va pouvoir un peu avoir cette relation interactive. N'hésitez pas. Vous pouvez vous approcher, hein, les enfants. Approchez-vous si vous avez besoin de... On va faire ça en petit... Voilà, comme ça, on va faire plus sous forme de discussion, je suppose, non? Et ouais. Voilà. Comme ça, on posera. Alors, ce qu'on vous propose, c'est de procéder de ce genre, de poser des questions à l'auteur, et puis de cheminer tout au long du livre et du roman. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas lu, on va essayer de ne pas vous spoiler, hein, comme on dit. Déjà, néanmoins, vous donner envie de lire, de découvrir ce roman. Et en plus, machallah, c'est pas le premier, c'est le 6e d'une très belle série. Donc on y viendra aussi tout à l'heure. Je te propose, Inch'Allah, de te présenter, s'il te plaît, si vous le voulez bien, pardon. Ouais, je m'appelle Kamil, j'ai 44 ans, je suis père de 2 enfants et je suis éducateur spécialisé dans une structure d'urgence. Et j'écris aussi des livres, je suis auteur de 6 livres. Voilà. Alors, tu peux nous parler un peu de ton parcours, justement. Tu nous disais que tu étais éducateur en structure. D'urgence, en fait. J'accueille des enfants qui sont placés par l'assistance sociale à l'enfance, qui ont certaines problématiques, et on les recueille et puis on essaye de les accompagner pour qu'ils puissent reprendre des études. Enfin, ça dépend des différentes problématiques. Et voilà, pour leur trouver aussi un autre foyer et puis des accompagnements psychologiques. Et aussi du mentorat pour les aider à reprendre leur scolarité. Voilà. D'accord. Donc c'est un vivier de jeunes et puis je suis toujours en contact des jeunes. Donc c'est pour ça que une grande partie de mes romans sont liés aux problématiques de jeunes, d'adolescents. Voilà. Alors une question simple, hein. Pourquoi tu écris? Donc moi à la base je suis autodidacte, donc j'ai pas fait de grandes études. Et c'est une reconversion. Moi, j'étais pendant longtemps, à partir de 15-16 ans, j'ai eu un décrochage scolaire. J'ai aussi eu des problématiques j'étais un peu dyslexique. Et à partir de 15-16 ans, j'ai connu la musique. Donc, j'ai complètement, j'ai bifurqué sur une passion qui est la musique. Et pendant plus de 10 ans, jusqu'à 25 ans, j'étais dans des studios de musique. Et puis, j'ai été attiré par la créativité de la musique. Alhamdoulilah, il y a un moment dans ma vie, j'ai vu que c'était que la musique, maintenant je suis pas pour dire que c'est haram ou halal, mais que c'était tout ce qui était entourage lié à la musique m'avait procuré beaucoup de problèmes, et ne serait-ce que le temps. Mais ce qui était bien avec la musique, c'est que je partais de rien, et j'arrivais à sortir quelque chose, à créer de l'émotion et à être dans la composition. Et un jour plus tard dans ma vie, j'habitais en France et puis j'ai décidé de m'installer au Maroc. Et j'ai ouvert une boutique de vêtements j'étais dans le commerce, qui marchait pas du tout. Et à cette époque-là, la connexion Internet, elle était très 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 faible. Et j'avais mon calepin de vente par jour, c'était vraiment catastrophique. Et puis un jour, j'ai pris mon stylo et j'ai commencé à écrire, voir tout ce qui était autour de moi. Et j'ai ressenti une émotion, la même émotion,
que j'ai eue pour la musique. Et puis je reviens sur cette parole qui dit que quand vous délaissez quelque chose pour Allah, Allah vous la remplace par quelque chose de meilleur. Et ça a commencé comme ça. J'ai commencé à écrire des petits blogs. J'étais au Maroc. À l'époque, c'était l'époque des blogs sur Internet. Et un jour, par une connaissance, il y avait un journal j'habitais dans la ville d'Agadir. Il y avait un journal en langue française qui cherchait un journaliste et il peinait à trouver un journaliste. Et moi, j'étais vraiment pas du tout dans ce métier. Et il y avait quelqu'un qui lisait mes blogs dans la ville d'Agadir et qui s'est proposé, qui est venu à ma rencontre. Il m'a dit voilà, si tu veux commencer, tu peux prendre un appareil photo et puis te déplacer et faire des articles sur la ville en langue française. Et j'ai commencé comme ça, jusqu'à ce que je suis devenu rédacteur en chef de ce journal. Et à partir de là, je me suis exercé à l'écriture. Et petit à petit, j'ai écrit. Et puis j'ai commencé à écrire ce premier roman, qui est L'amitié avant tout. Et puis voilà, ça a enchaîné. Puis je suis revenu m'installer en France. Et à partir de là, ça s'est enchaîné. Voilà. Alors, ce qui est intéressant là dans ton parcours de vie et d'expérience professionnelle, c'est que finalement, tu es autodidacte. Tu n'as pas de cursus littéraire spécifique. Pas du tout. Et ça démontre bien quand on a la volonté, Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite pour aller vers quelque chose de bien. Voilà, moi, j'étais pas destiné à l'écriture. Donc, c'est important, vous les jeunes, si vous n'êtes pas forcément capté par l'écriture, j'étais pas destiné à ça. Je suis un enfant, moi, de la télé, donc ma génération, nous, quand on a grandi avec la télé. Bon, vous, c'est les réseaux sociaux et Instagram, et vous allez directement sur YouTube. Je pense que vous consommez beaucoup moins la télé que nous. Mais nous, à notre époque, on avait que ça, on avait 5-6 chaînes et nos parents, malheureusement, c'était pas forcément des gens qui lisaient. Ils avaient le Coran, c'était quelque chose leur seul rapport à la lecture, c'était le Coran, dans notre génération à nous. On était des gens les gens de notre génération émigrés. Moi, c'est d'Agadir, donc c'est des gens un peu de la terre, c'est des gens pas simples, mais bon, ils n'avaient pas ce rapport à la lecture. Et donc, nous, on a été nourris avec la télé. Et j'étais en échec scolaire. Et grâce à Allah, grâce à ma curiosité, j'étais quelqu'un de très curieux. Et je suis arrivé à l'écriture. Et j'étais aussi dyslexique. Donc, vous voyez, donc on peut arriver à tout. Et là, je suis devant vous et en train de vous présenter mes livres. Inch'Allah, qu'Allah te rajoute cette récompense. Alors, si tu le veux bien, on va revenir un peu en arrière dans ton parcours de vie. Oui. Tu nous disais que tu as déménagé pour retourner vivre au Maroc. Tu as grandi en France ou tu es né au Maroc? En fait, moi, j'ai un père marocain et une mère française. Et mes parents, moi, je suis né au Maroc. Et mon père, c'est quelqu'un de la première génération des banlieues à la Courneuve. Il était à la Courneuve. Et déjà dans les années 70, 75, 76, il y avait il souffrait du racisme, c'est les premières banlieues. Et il a décidé de faire le comeback au bled. Et c'était une époque où le Maroc était en développement, c'est pas comme maintenant. Où maintenant, vous savez que si vous voulez rentrer au Maroc, c'est plus compliqué, il faut beaucoup d'argent. Tout a changé. Avant, il y avait beaucoup plus d'opportunités. Les terres étaient pas chères. Donc, ils sont rentrés au Maroc. Et moi, j'étais à la mission française. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler, c'est les écoles privées françaises. Donc, j'ai grandi. Et après, à partir de 8 ans, mes parents ont divorcé. Et je suis reparti avec ma mère en France. Donc, j'ai fait des allers-retours. Et à partir de 24 ans, 25 ans, moi aussi, je voyais que le contexte en France était compliqué. Et je me suis dit, je vais tenter ma chance. Et je suis parti au Maroc pendant 12 ans. Ah, voilà. Ouais. 12 ans. D'accord. Voilà, j'ai fait un peu de commerce, j'ai ouvert une boutique qui marchait pas, et après je suis tombé par le journalisme. Et malheureusement, là, j'ai ma mère qui est âgée et que je suis son fils unique. Donc, je suis reparti m'installer avec ma famille, avec mes enfants en France. Voilà. Et puis, voilà, puis de fil en aiguille, voilà ici. Alhamdoulilah. Donc, si on fait le lien entre l'activité de journalisme que tu as eue et aujourd'hui l'écriture, est-ce que tu as une méthode d'écriture? Alors, comment ça se passe, toi, quand tu écris un roman? Comment tu t'inspires? Quelle est ta motivation? On voit aujourd'hui que tu en es à ton 6e roman, enfin un diptyque sur ton 6e, donc un roman tome 1 et tome 2, et on voit une orientation dans l'écriture qui est vraiment orientée vers les jeunes avec
un réalisme en fait, et c'est un peu un parallèle en fait avec des faits de société. Donc toi, quelle est ta méthode pour écrire simplement? En tout cas, moi, ma méthode, elle est simple. C'est que au départ, il y a une idée un constat, une idée, quelque chose qui me touche. Par exemple, sur ce dernier livre, ce qui m'a touché, c'était j'avais lu un livre qui m'avait touché, qui parlait du post-humanisme et de l'intelligence artificielle. Et à force de lire, je suis allé sur YouTube, j'ai pris beaucoup de bouquins, je les ai lus, et j'ai senti le danger de parce qu'en fait, c'est une idéologie, quelque chose qui est une idéologie mortifère, qui est très dangereuse. Et je me suis dit, ça, c'est un sujet que dans la communauté, on ne parle pas beaucoup, et c'est un sujet que vous allez grandir avec ça. Donc l'intelligence artificielle, tout ce qui est post-humanisme, c'est l'idéologie d'aujourd'hui et l'idéologie de demain. Et je me suis dit, ça serait intéressant de faire un roman pour rendre ce sujet accessible, plus facile à lire, essayer de le rendre digeste pour interpeller vous, les jeunes, pour que vous puissiez avoir des notions sur les dangers de l'intelligence artificielle et le post-humanisme, et de vous parler de ça, de la robotisation de la société. Et en créant une histoire qui vous touche vous, parce que ça part d'un contexte français, avec des musulmans de France, avec des parents issus de l'immigration. Donc en réalité, c'est un livre sur la famille, et puis je vous en dis pas plus sur l'histoire. Justement, là, du coup, on a envie d'aller encore plus loin dans le premier tome. Ilias, c'est celui-ci. Donc Ilias, pour ceux qui viennent d'arriver ou qui nous ont rejoints là il y a quelques instants. Donc Ilias, alors si on devait faire le synopsis brièvement de l'histoire de Ilias, alors on n'a pas envie non plus de vous raconter l'histoire parce que ceux qui n'ont pas lu, on aimerait vous laisser découvrir et apprécier ce roman. Alors qu'est-ce qui se passe dans le tome 1? Déjà, je vais vous dire pourquoi j'ai écrit ce livre par rapport à la problématique du post-humanisme, l'intelligence artificielle, le cyborg. Mais avant tout, j'ai mon fils qui lit beaucoup de mangas. Est-ce qu'il y a des gens qui lisent des mangas ici? Alors, qui est adepte et féru de manga? Ouais. D'accord. À part les mangas, vous lisez des bandes dessinées? Qu'est-ce que tu lis? Astérix, c'est bien. C'est bien. Et moi, je voyais que mon fils, il était super focalisé sur les mangas. Manga. Et je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait l'interpeller pour qu'il puisse lire et puis trouver un héros qui puisse, ou auquel il puisse s'identifier et qui puisse avoir la même ambiance que les mangas. Et j'ai pensé à Ilias, voilà. Donc, à chaque fois que j'écrivais 3-4 chapitres, je lui donnais, il lisait, il me disait ouais c'est bien papa, c'est pas bien papa, et quand c'était pas bien, je réécrivais tout ça, et pour que ça puisse coller à son époque et à ses envies, parce que c'est un héros du temps d'aujourd'hui et qui, je l'espère, vous touchera, parce que aujourd'hui, nous tous, on a des idoles, entre parenthèses. Nous, on a grandi dans notre jeunesse, on a grandi avec, je sais pas moi, les Rocky, Sylvester Stallone et tout ça. On a grandi avec cette américanisation de la société et ça s'est imposé à nous comme un récit. Donc on a eu ça et on s'est identifié à ces personnages. Mais quand on regarde tous ces films américains avec des histoires, des explosions et tout ça, il n'y a pas que les images, il y a une idée derrière. Quand on regarde les films américains, dans la plupart des films américains, je sais pas si vous voyez, chaque fois qu'il y a des rôles où c'est des méchants, c'est souvent des rôles d'arabes ou des rôles de subsahariens, africains, où il y a toujours une problématique. Et ça, c'est pas fait par hasard. Ça, il faut que vous le compreniez que c'est pas fait par hasard. C'est que dans votre inconscient, dans les récits qu'on nous raconte, même les cow-boys et tout ce qu'on a, enfin ça c'est un peu plus vieux, mais tous ces héros-là, il y a une idéologie derrière. On vous vend quelque chose, on veut vous donner quelque chose, on veut que vous compreniez quelque chose. Et moi, j'ai essayé avec Ilias de donner un autre récit où cette fois-ci les héros, on n'est pas les méchants, les héros c'est des Arabes ou des Noirs, on est des héros et avec nos valeurs islamiques ouverts à toutes les communautés du monde. Parce que si un bon musulman, c'est un musulman qui sert toute l'humanité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le musulman qu'on vous montre à la télé où à chaque fois qu'il y a un problème, Allah Akbar, quelqu'un a tué quelqu'un fait du mal à quelqu'un. Non, l'islam c'est quelque chose de beau et vous le savez parce que vous êtes baigné dans cette religion. Et à travers ce personnage, vous voyez que être musulman, un jeune musulman en France aujourd'hui, c'est des défis que vous devez affronter. Et vous, sachez que vous, les jeunes aujourd'hui, demain vous êtes les hommes de demain. Donc nous, on compte sur vous. Et à travers de ma humble contribution, j'essaie de vous créer des héros qui puissent avoir un sens
pour vous. Vous voyez? Vous avez compris ce que j'ai dit? Voilà. Alors, tu disais quelque chose de très juste et de très fort, c'est s'identifier. Moi, pour avoir lu les 2 tomes, pas encore les autres, parce que j'ai pas encore eu le temps, donc le diptyque Ilias, j'ai beaucoup apprécié, c'est le fait que l'on puisse se retrouver dans les personnages avec des éléments de langage, chose que nous, on n'avait pas quand on était plus jeune. Le personnage principal, on n'aurait jamais vu un personnage s'appeler Toufik, Mohamed, Sabrina. Et là, le fait d'avoir des repères en fait dans la narration, eh ben, on trouve sa place et on se dit, bah, on est représenté. Et en fait, à travers des créations en fait artistiques ou des œuvres littéraires aujourd'hui, bah, on sent qu'on a une place à part entière dans la communauté française, chose que nous, on n'avait pas quand on était plus jeune. Quand vous verrez au fur et à mesure du roman, eh ben, on a souvent des repères. Salam alaikum, des choses qui nous paraissent évidentes, simples, mais qu'on n'avait pas nous avant quand on était plus jeune, et que aujourd'hui on commence à retrouver dans beaucoup d'œuvres, de romans, et dans ce qu'on peut nous proposer aussi, et parce qu'on a une sensibilité qui est différente, mais qui est universelle avec le monde. Donc moi j'ai beaucoup aimé cette approche-là en fait. Et dans mon livre, je parle des Maghrébins, mais aussi des Subsahariens, des Africains. Moussa, il y a un rôle qui est un jeune qui s'appelle Moussa, qui fait des rappels au père d'Ilias. Donc c'est important parce que nous sommes une communauté où on est des Maghrébins et des Subsahariens, et c'est important qu'on soit représenté à travers des personnages qui touchent, et voilà, et qui vous donnent l'envie de vous surpasser et de vous identifier à ces personnages. Alors, avant de présenter les personnages, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'histoire et le fil, tout ce qui se passe en fait sur les 2 romans? Sur ce diptyque, c'est une famille marocaine mixte, un père marocain et une mère française avec 2 enfants qui sont, vous allez voir que c'est lié à ma vie personnelle, qui à un moment donné, ils vivent au Maroc et puis ils sont obligés de repartir en France. Et ils vivent dans une banlieue qui s'appelle Joly-sur-Seine, entre parenthèses c'est Mantes-la-Jolie, et ils se réinstallent, et bon, le père qui veut que ses enfants puissent garder une certaine éducation, il les met dans une école privée musulmane. Le père est obligé de redémarrer tout à zéro, donc il travaille dans les urgences dans un hôpital. Sa mère est professeure, et ce jeune garçon, bon, il essaie de se réintégrer mais dans cette école. Et il arrive un malheur, c'est qu'il lui arrive un accident. Et quand cet accident, qu'est-ce qui lui arrive? Il perd sa main, il perd sa jambe. Et à ce moment-là précis, dans cet hôpital, il y a un docteur, un chercheur à Grenoble, c'est des choses qui existent, qui prend ce jeune et qui a une idée, c'est de lui proposer, enfin de lui mettre une prothèse de main, une prothèse pour le pied et une certaine carte qu'on met au cerveau pour faciliter son développement intellectuel. Enfin, ça c'est son idéologie. Et c'est là où on parle du post-humanisme et de l'intelligence artificielle et du cyborg. C'est des choses qui existent aujourd'hui. Quand on regarde les informations, on voit souvent des militaires revenir de guerre, où on voit qu'ils sont amputés, on dit voilà, celui-là il a une nouvelle main, il arrive à se déplacer avec une prothèse de sa jambe, et on édifie, on dit oh, c'est super, et c'est super, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez un accident, on peut vous mettre une prothèse, ça coûte très 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 cher. Et dans cette histoire, ce jeune Ilias, il a ça gratuitement. Pourquoi? Parce qu'il y a une pensée derrière, il y a il y a de la communication. Et ils se disent, si on prend quelqu'un du peuple, quelqu'un de la banlieue, un jeune, et on lui fait médiatiquement, on lui dit voilà, il a une main de super-héros avec un pied en fer en super-héros, qui a ce qu'on appelle des prothèses bioniques avec une puce qui va le rendre beaucoup plus fort, ça va mettre de la lumière sur ce jeune-là, et ça va nous aider à propager notre idéologie. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et je sais pas si vous voyez souvent, dans des films et tout ça, quand on veut faire passer une idée et qu'on veut la rendre soluble à la communauté, on passe souvent par des Noirs et des Arabes. Souvent. Quand on veut faire passer un message, c'est-à-dire quand on veut rendre la chose inoffensive. Ah, on va prendre un petit jeune noir, un petit arabe, on va lui faire du rap, de la musique, et on fait passer une idée et on dilue ça à la société. Alors à chaque fois, ils se sont servis de ce jeune Ilias pour pouvoir
présenter cette façon de penser, cette idéologie mortifère, parce que les gens qui sont liés au post-humanisme et à l'intelligence artificielle, la plupart de ces gens-là, c'est ceux qui ont Google, qui sont à la Silicon Valley. La Silicon Valley, c'est le patron de Facebook, c'est le patron de Google, c'est c'est Elon Musk. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'Elon Musk? Qui connaît Elon Musk? C'est qui Elon Musk? Hein? Pardon? Vas-y, jeune homme. Smith, comment tu t'appelles? Issa? Issa, sur le film. Comment, fils? Tu sais qui Elon Musk? Je crois que c'est... En tout cas, je sais que c'est quelqu'un de très riche. Ouais, c'est ça, effectivement. Très connu. Il dirige Tesla. Oui, exactement. Tesla, c'est les voitures électriques. C'est le leader mondial, quoi, qui vient d'être battu par BYD, une entreprise chinoise. Et qu'est-ce qu'il fait aussi? Il dirige la NASA. Ouais, c'est ça. En fait, pas la NASA. En fait, il a créé des fusées. Il est aussi dans le solaire. Bon, c'est quelqu'un de très puissant. Même Apple, vous connaissez Apple, les téléphones. Bah, ces gens-là, ils ont un pouvoir, ils sont plus forts que des États. C'est-à-dire que le cash flow qu'ils ont, l'argent qu'ils ont, il est beaucoup plus fort que certains pays africains, que même des pays européens. Donc, ces gens qui ont beaucoup de pouvoir. Et tous ces hommes d'entreprise, bah, ils ont une idée. Ils sont motivés, leur carburant à eux, pour réussir. Et ils ont une idéologie, comme nous, comme chacun d'entre nous. Nous, notre idéologie, c'est notre religion. On avance à ça, on a des principes. Eux aussi, ils ont des principes. Et eux, ils appartiennent tous à une région des États-Unis qui s'appelle la Silicon Valley. Et la Silicon Valley, c'est là où tous ces gens-là, bah, ils vivent dans un microcosme, c'est-à-dire dans un endroit un petit peu comme une presqu'île, où ils ont développé ces pensées. Et vous voulez savoir comment ils ont développé ces pensées? Ça à partir de romans. Il y a un romancier qui s'appelle Isaac Asimov, qui a écrit des livres et qui a fait des livres sur les robots. Et Elon Musk, on parlait d'Elon Musk, c'est un grand fan de cet auteur. Et à travers ce récit-là, à travers ces romans-là, il a construit son idée et il croit à cet auteur comme un prophète. Et ils ont des idées, et eux, ils veulent tuer la mort. C'est-à-dire que pour eux, la mort, il faut que ça n'existe plus. Et ils veulent ils pensent à la robotisation de la société et à la robotisation de l'humain. Et ils veulent que nous, on puisse défier la mort et qu'on puisse être des personnes augmentées. C'est-à-dire que grâce à ces outils, tu vois, comme ça, maintenant, ça c'est devenu comme une troisième main, bah, grâce à ces outils, on soit plus intelligent. Mais eux, c'est ce qu'ils nous disent. Mais en réalité, quand on a ces outils, on est dépendant de ces outils. Et eux, c'est eux qui ont le pouvoir d'éteindre un téléphone ou d'allumer un téléphone. Et c'est eux qui ont, après, tous ces outils qu'ils nous donnent, et ben eux, ils ont la position. C'est comme c'est eux qui les ont créés. Et ben ils peuvent nous faire un jour, ils peuvent créer du chantage ou avec ces outils-là, bah nous éteindre. Comme ils peuvent arrêter, par exemple, le téléphone à travers les satellites. Parce que tout ce qui est téléphone, c'est lié aux satellites. Donc c'est là où vous voyez que c'est dangereux. C'est-à-dire que derrière cette histoire avec le jeune Ilias, ils veulent en faire un héros. Eux, ils ont cette façon de penser pour médiatiser leur idéologie. Et après, je vous en dis pas plus, je laisse le frère. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est vrai que dans le livre, on s'aperçoit que suite à son opération, Oui. Il développe des facultés et il a comme un pouvoir en fait. Voilà. Il court vite, il cherche l'information comme sur Internet tout de suite. Il a une puce dans la tête qui va lui apporter des informations parce qu'il est connecté à Internet. Et en fait, on voit que si on fait la comparaison aujourd'hui avec la société, bon, on va un peu dans cette direction-là. Bien sûr. Tout de suite, on a un rapport à l'information, on prend plus le temps de réfléchir, de chercher en fait. Bien Tout sûr. de suite, on se pose une question, hop, on la trouve en une fraction de seconde. Alors, si tu le veux bien, j'aimerais qu'on revienne un peu sur certains personnages. Les premiers personnages que l'on va rencontrer dans le livre, ça va être, si je me trompe pas, Moussa. Moussa, Oui. j'ai eu une affection particulière pour Moussa parce que c'est un personnage qui est attachant et c'est pas, il est pas déconnecté de la réalité parce que moi j'ai l'impression de voir un Moussa tous les jours dans mon environnement. Voilà. Me dire c'est ce frère qui est hnin, qui Voilà. porte des valeurs et qui les transpire en fait. On le voit tout de suite, on sait que c'est Moussa. Voilà. Et j'aime beaucoup ce personnage. Alors, comment tu es venu à intégrer Moussa dans ton histoire? Eh ben Moussa, c'est Moussa dans mon travail. J'ai un collègue qui travaille avec moi. Et vous voyez que le livre, il touche, comme je vous ai dit, j'écris en m'inspirant de ma réalité à moi. Ben Moussa, c'est un collègue.
quand je suis énervé, il vient me voir et me dit « Sabbar, fais attention, c'est l'islam terre à terre, l'islam traditionnel, l'islam africain qui vient, qui nous dit calme-toi, fais patience, ne t'énerve pas. Nous, les Maghrébins, on a tendance un petit peu à être un petit peu nerveux. Et lui, il vient, il me calme par des hadiths, par des paroles qui me touchent et qui me permettent de prendre du recul. Voilà. Donc Moussa, dans le livre, il a ce rôle-là à temporiser nos velléités. Vous savez que nous, on est un peu, on est un peu sanguin. Et lui, il est là pour nous rappeler à l'ordre d'une manière douce et hnim, comme tu dis. Voilà. Et c'est vrai que, je reprends un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on va retrouver un peu toute cette sensibilité de notre religion avec des mots, du langage et en fait la patience, des rappels. Et ça, en fait, nous, ça nous conforte et encore une fois, vraiment, et c'est pour ça que j'insiste sur le mot que tu as employé tout à l'heure, on s'identifie. Et on se dit, bah tiens, ça me parle en fait. J'ai un environnement et d'écriture qui me parle. Alors, on a Moussa, on a d'autres personnages qui ont des bons rôles, d'autres un petit peu moins. C'est vrai que le roman, lui, va toucher en filigrane des dimensions diverses et variées. On va avoir de la dimension sociétale, religieuse. Tu parlais tout à l'heure que le papa est marocain et la maman est française reconvertie. Donc, à un moment donné, dans l'histoire, elle va être aussi confrontée à une situation qui va la ramener en fait à la réalité de je suis pas une femme française, mais je suis une femme voilée. Et c'est intéressant parce qu'enfin, alors je vais te laisser le présenter brièvement sans trop en dire parce qu'il faut aussi que vous lisiez le roman aussi pour vous faire une idée. Bah, c'est la mère, c'est la femme, c'est le pilier de la famille. C'est elle qui porte la famille en elle. Et vous savez, comme les convertis, quand ils rentrent dans l'islam, ils l'ont avec beaucoup de force et de vigueur. Et ils ont cette force, et c'est bien aussi ils comprennent pas, eux, quand ils épousent l'islam, ils l'épousent avec, soit c'est blanc, soit c'est noir, ça, ils ont une vision très, dogmatique, ouais, très authentique de l'islam. Et elle se dit, par exemple, dans le rôle, c'est une professeure, elle dit, mais comment ça se fait qu'à chaque fois qu'on va dans des quartiers, musulmans, c'est sale? Vous savez, elle nous re-questionne sur nos religions. Comment ça se fait que à chaque fois que vous allez dans des quartiers en banlieue, la plupart des quartiers où il y a des musulmans, c'est sale. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous posez cette question. C'est vrai ou c'est pas vrai déjà? Vous, hein? Quelqu'un qui se convertit à l'islam et qui voit la beauté de l'islam, normalement, nous on doit servir d'exemple. Et elle est là pour chaque fois nous remettre en question. Elle a un œil nouveau de l'islam, un œil frais, parce que nous, la majorité, nous sommes des musulmans du quotidien, on est né avec l'islam par tradition, et des fois, on oublie, on va faire la prière, on rentre à la maison, et ça nous empêche pas de laisser la voiture le jour du Jumu'ah traîner. Il y a des réflexes qu'on a, et des réflexes qui sont pas forcément bien. Et elle, comme elle a un œil nouveau sur l'islam, elle remet à chaque fois, elle re-questionne sa famille, elle re-questionne son mari, et dans tout le parcours, on voit qu'elle a une force, et puis qu'elle se rend compte que le fait qu'elle porte le voile, ça le met aussi dans le même pan que les musulmans traditionnels, les musulmans des immigrés de la première, deuxième, troisième et quatrième génération. Alhamdoulilah. Alors, c'est vrai qu'il y a cette notion et ces valeurs familiales tout au long du roman, où malgré les épreuves, d'ailleurs c'est ce qu'on retrouve et ce qu'on avait mis sur l'affiche par rapport à l'épreuve et la patience. Et c'est là où le musulman est testé aussi dans le moment d'épreuve et de voir par rapport à sa patience comment il va réagir. On voit que ce lien familial est toujours ancré malgré les épreuves qu'ils peuvent subir. Et en fait, c'est vrai qu'on peut se retrouver dans les épreuves que subit cette famille ou que Allah leur fait passer au travers de toutes ces épreuves. Comment tu en es venu à te dire, tiens, je vais écrire cette épreuve et pas une autre? En fait, ce qui est important pour moi, en fait, le livre, c'est un livre sur la famille, face aux défis de notre époque. Et aujourd'hui, quand on lit le post-humanisme, l'intelligence artificielle, la modernité, la première chose qu'on essaye, c'est de diviser. Et la première chose, quand on divise la famille, on divise les peuples. Et dans ce livre, en fait, c'est face à des épreuves, une famille qui arrive à rester solidaire. C'est normal que des fois, tu peux pas t'entendre avec ton frère ou ta sœur, elle te prend la tête, ou des fois, on voit dans notre quotidien que notre maman et papa, ils s'engueulent et tout ça, mais ça n'empêche pas que le plus important, c'est que la famille soit solide. Et dans ce livre, c'est une famille qui est face à des épreuves très dangereuses, parce que c'est ce qui nous arrive, et que
tant que la famille, elle est unie, elle est liée par la foi, eh ben, on peut affronter n'importe quelle épreuve. Et c'est ça que j'ai voulu mettre en évidence. D'accord. Et oui, dans le livre, on voit aussi cette relation fraternelle, donc entre le frère et la sœur, où la sœur, lors des moments difficiles pour Ilias, quand il subit quelques épreuves, elle aussi vit ces épreuves-là et elle s'en inquiète. Et du coup, on voit ce lien fraternel quand même qui est très soudé avec ce pont avec notre religion en fait, parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande aussi, malgré les difficultés, malgré les mésententes parfois qu'on peut avoir entre frères et sœurs, de toujours avoir un lien fraternel qui est fort et soudé. Ouais, voilà. Et elle ressent carrément son frère. Ça, c'est un moment dans l'histoire. Elle sent que son frère est près de lui, elle est près de lui, et elle le ressent malgré qu'ils se chamaillent. De toute façon, c'est toujours comme ça. C'est malgré qu'on se fâche, c'est au moment de l'épreuve que les liens se resserrent. Et c'est là où on voit qu'on a une sœur près de nous, un père près de nous, une femme près de nous, ou un époux près de nous. C'est au moment de l'épreuve qu'on voit que les gens sont solides. Et on peut le constater avec ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Complètement. Alors, on va avancer un petit peu plus loin dans le livre. Sur le tome 1, on voit qu'il y a un rythme qui se prend et puis ça s'accélère dans le tome 2. Il y a aussi des faits de société. On voit, tu as fait un pont avec les incivilités qui ont eu lieu l'année dernière. Ouais, avec les émeutes. Exactement. Ça aborde un peu cette thématique-là et on voit que Ilias, finalement, il a un peu pris dans ces incivilités, malgré lui, et qu'il essaie de sortir de tout ça. Et c'est vrai qu'on a vu que malheureusement, la jeunesse des quartiers populaires, donc que ce soit une jeunesse nord-africaine, tout simplement, et on peut le dire, qui était musulmane, a été pris aussi de court et malgré elle est rentrée aussi dans ces incivilités. Tu abordes ce sujet-là un petit peu. Alors moi, on en a discuté un peu en off. C'est vrai que moi, j'avais trouvé que c'était c'était un peu. Ouais, c'est un peu trash, un peu dur, mais finalement, c'est une réalité qu'il faut pas non plus rogner et effacer. C'est une réalité, on l'a dans les mains. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc, je pense que c'est une question qu'on peut aussi poser tout à l'heure, qu'on posera au public et aux lecteurs. Il y a l'effet du groupe, la psychologie des foules. Gustave Le Bon, je sais pas si tu connais cet auteur. Et il faut faire très attention, vous, quand vous êtes en groupe, et vous voyez ce qui vous arrive quand vous êtes en groupe, vous jouez au foot, vous êtes entre filles et tout ça. Et des fois, l'effet de groupe, il vous met dans un certain confort et vous permettez des choses que vous pouvez pas faire seul. Et dans ce livre, c'est lié aussi aux émeutes. Quand il y a un effet de foule, il y a des émeutes, on est là, c'est plus facile de faire des incivilités. On est pris par un rythme qui peut engrainer ce qui s'est passé. Et j'ai voulu en parler à travers ce livre, quelques chapitres où je mets le doigt sur ce danger qu'est la foule et ce danger de suivre la foule. Et c'est là où il faut être très éveillé et que on peut à n'importe quel moment dans vos vies, à l'école ou quand vous serez grand, ou même en groupe, même entre amis, vous êtes peut-être géré, manipulé sans que vous en rendez compte. Et aujourd'hui, quand on est sur l'ordinateur, tu cherches une information, tu vas sur Google. Tu vas chercher l'information sur Google, mais c'est Google qui te donne l'information. C'est pas le même effet que le livre. Le livre, vous allez chercher des auteurs, vous allez construire votre intelligence. Mais quand vous allez sur Internet, on vous donne ce que eux ils veulent vous donner. Et ça, c'est très important de revenir toujours au livre. Et le livre, c'est très très important. C'est très important. C'est pour ça que faut démarrer des fois avec des petits romans et petit à petit aller sur des lectures plus denses et qui vous permettent de réfléchir. Parce que c'est grâce à la lecture qu'on réfléchit par soi-même. Très bien. On s'était dit encore un petit quart d'heure. Ouais. Alors, je vous propose, c'est de passer à un échange, aux questions sur le roman, sur des faits de société, ce qui entoure le roman. Est-ce qu'il y a des questions? Qui a des questions? Allez-y, faut pas avoir honte. Oui? Oui. Comment tu t'appelles? Comment? Inch'Allah. Ça dépend. Ça dépend. Donc, je mets à peu près... l'idée, elle mûrit en moi sans écrire. Donc, d'abord, il y a l'idée qui arrive dans ma tête. Et si elle reste l'idée pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est je me dis, c'est une idée qui est importante pour moi. Après, ça vient comme une pulsion. Donc, quand j'ai l'idée, je commence à fabriquer les personnages. Et dès que je m'y mets,
ça peut prendre 4 à 6 mois. Voilà. Après, il y a de la relecture, parce qu'après, quand on écrit, on n'écrit pas tout seul. Enfin, moi, j'ai écrit tout seul, et après, je donne ça à mon épouse, elle m'aide pour la correction, et je donne ça à mes enfants, ce qu'on appelle les alpha lecteurs, les premiers lecteurs autour de moi, qui me donnent des retours. Ils me disent non, ça j'ai moins aimé, ça j'ai moins aimé, et ça me permet de peaufiner mon écriture. Et après, quand je sens que j'ai une dizaine de chapitres, je transmets ça je travaille avec un collègue qui a un certain niveau, et qui lit, qui me dit ah là ton dialogue il fait pas réaliste. Après, petit à petit, je peaufine pour rendre les choses où je suis tout à fait satisfait du livre, et après je l'envoie. Donc c'est entre 3 et 6 mois. Voilà. Merci beaucoup. Tu écris? T'aimes écrire? Non? J'espère que ça vous donnera envie d'écrire. Alors, on avait juste une petite question, après à toi, Jannah, Inch'Allah. Il y avait une question juste avant, je crois. Il y avait quelqu'un d'autre qui levait la main devant toi? Tu levais la main tout à l'heure, non? Qui levait la main? Non? Vas-y, Jannah. Est-ce que votre histoire, elle est vraie? Mon histoire, c'est une fiction. C'est-à-dire que c'est pas vrai, mais c'est inspiré de faits réels. Donc, tu vois, c'est entre la réalité et la fiction. Alors, comment on définit? Est-ce qu'on définit ça par une autofiction, une fiction? Déjà, à la base, le roman, c'est de la fiction. C'est une discipline qui est liée à la fiction. Moi, Elias, il n'a pas existé en tant que tel. Mais des personnes qui ont été amputées, qui ont eu des problèmes qui ont dû être amputées et qui ont eu des bras cyborg, ça existe. Qui ont eu des bioniques, c'est quelque chose qui existe. Après, moi, j'ai romancé l'histoire et puis j'en ai fait un héros. Mais c'est une fiction. Alors, ce qui est intéressant aussi au travers de tous tes ouvrages, on voit que tu les as pas écrits au même moment, au même contexte. Ton premier, donc, c'est l'amitié avant tout. L'amitié avant tout. Celui-ci, tu l'as écrit au Maroc, si je me trompe pas. J'ai écrit au Maroc et ce sont des collégiens. C'est une histoire de collégiens qui vivent au Maroc et qui sont dans une école française, la mission française. Et ce livre-là, ça a commencé avec une idée. J'avais lu un auteur algérien, un penseur algérien qui s'appelle Malek Benabi et qui parlait de la colonisation. Est-ce que vous connaissez c'est quoi la colonisation? Vous avez déjà entendu parler de la colonisation? Vous savez c'est quoi? Et lui, il parlait, c'est un peu technique, de la colonisabilité. C'est-à-dire qu'avant qu'on soit colonisé, qu'un pays soit colonisé, on peut être colonisé par un pays ou même par une idée. Il faut déjà être prêt à être colonisé. Ça veut dire, moi je me rappelle à l'époque, nos parents et tout ça, ils avaient toujours une idée. Ah, l'arabe, il va te mettre un couteau dans le dos. Il faut pas faire confiance en lui. Si on a des idées comme ça qui suivent de génération en génération, c'est-à-dire qu'on nous a mis dans nos têtes. C'est-à-dire que les gens qui ont essayé de nous coloniser, et je parle pas que de l'arabe, il y a aussi les Indiens d'Amérique, ou même en Afrique, où il y a différentes... On nous dit des choses où entre nous, on dit « Ah, ça c'est un travail d'arabe, ça. Ah, ça c'est ça. » C'est-à-dire déjà, on a rentré l'idée qu'on est un peuple inférieur. Et quand on est prêt à avoir cette idée-là, on est déjà soumis. Et à un moment de cette soumission, on peut venir vous coloniser. C'est ça la colonisabilité. C'est l'élément qui est avant la colonisation. Et moi, dans ce livre, ça parle des Marocains qui sont dans des écoles françaises en France, où il y a une idéologie, c'est-à-dire que ces écoles françaises sont ce qu'on appelait la mission française. C'est des choses, c'est réel. Avant, il y avait les missions françaises avec les bonnes sœurs et tout ça. À l'époque où il y avait des écoles privées où les élites marocaines, ceux qui avaient de l'argent, ils allaient faire leurs études là-bas. Et dans ces études-là, on leur donne des idées qui sont des fois pas liées, qui sont contraires à notre religion ou à notre tradition. Et c'est là où il y a la colonisabilité qui se fait. Et ces jeunes-là qui sont dans des études privées comme ça au Maroc, ils vont étudier après leurs grandes études en France. Et la plupart du temps, des fois, ça peut être des ministres ou des gens qui sont importants dans nos pays africains, mais qui suivent toujours cette idéologie de la colonisation. Et sans le savoir, des fois, ils travaillent contre l'intérêt du pays. Voilà. Donc, ça part de ces jeunes-là qui sont dans cette école. Mais il y a aussi ce lien. À l'époque, dans ces écoles privées, il y avait un lien qui était positif où le chrétien, le juif, le musulman, ils vivaient ensemble. Avant, dans notre époque, à nous maintenant, ça commence à être de plus en plus compliqué parce que on sent qu'il y a des tensions entre les communautés. Et avant, nous, dans notre époque, on se posait même pas la question s'il était juif, s'il était chrétien.
il n'y avait pas ça comme souci. L'essentiel, c'est qu'il y avait un bon comportement, et par rapport à ce bon comportement, on créait des amitiés. Et ça, c'est très important, parce que notre religion, elle est là pour le lien, pour le rapport, pour le respect entre les... On peut ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais on doit le respecter. Et c'est ça, notre religion. Alors, c'est vrai que cette notion religieuse est ancrée dans le roman. Est-ce que c'était important pour toi d'écrire en fait, parce que souvent on a tendance à se dire c'est en plus. En fait, non, là on voit que c'est quand même le cœur du roman et tout ce qui se passe un peu en fait autour du roman, bah, on se dit finalement c'est des pièces rapportées et que ce qui est au cœur du roman, c'est aussi la religion. Bah, c'est des musulmans du quotidien. Moi, j'essaie pas d'idéaliser, de faire le musulman, c'est quelqu'un de parfait ou quoi que ce soit. Pour moi, dans tous mes romans, vous allez voir que mes personnages, bah, même si c'est des musulmans, bah, ils font des péchés, ils font des choses qui sont pas bien. Mais le but, ça nous arrive à tous. Mais le but, c'est de se améliorer. C'est à travers l'épreuve de dire, c'est ça que j'essaie de faire à travers. En fait, chaque personnage, ils ont une route initiatique pour devenir meilleur. Et à travers ces épreuves, par rapport au combat, par rapport aux différentes histoires, eh ben, le fait religieux, leur permettre d'être des meilleures personnes. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, ça fait un lien, c'est que ça parle complètement là de cette routine. Fils à papa. Fils à papa. Donc celui-ci, c'est ton deuxième, c'est ça qui a été écrit au Maroc aussi. Dans le triptyque que tu as écrit au Maroc, un peu avec le parcours d'un garçon qui est confronté à ses épreuves et à ses péchés et qui essaye de s'améliorer avec différentes rencontres et finalement qui chemine spirituellement. Bah lui, c'est un fils de riche du Maroc, ou qui peut être aussi dans un autre pays africain. Et quand on est un fils de riche ou un fils de diplomate, bah lui, ce qui lui arrive dans cette histoire, c'est que ce fils de riche, il tue quelqu'un qui était en mobilette, il était en voiture, et il l'écrase. Et lui, comme c'est quelqu'un de son père et a un certain pouvoir, et bah lui, il lui permet de pas aller en prison et lui dit, tu vas aller en France pendant quelques mois pour que l'histoire se tasse au niveau de la police et tout ça, et après tu reviens. Et son fils, c'était quelqu'un qui se droguait, c'était quelqu'un qui était, c'est un fils de riche, il faisait des mauvaises rencontres et il se droguait. Et quand il va aller en France, il va rencontrer une personne, et cette personne va le rendre meilleur. Et à travers différentes épreuves, histoires de rencontres qu'il aura en France, il va revenir au Maroc et il va reprendre les affaires de son père, mais avec une autre façon de penser. Il sera réformé et il apportera des choses positives dans son pays. Inch'Allah, ouais. Voilà. Alors, est-ce qu'on a une question? Oui, Simna? Bah moi, je suis pas réalisateur, mais après, tout dépend. En fait, la plupart des films sont tirés de livres, c'est exact. Après, c'est le réalisateur, c'est son envie. Moi, je suis j'offre un projet, il y a un livre, un roman, et après, c'est le réalisateur. C'est-à-dire que le réalisateur, il lit un livre, il dit, ah, là, j'ai des personnages, ça peut être intéressant pour faire un film. Moi, je peux rien. Moi, je propose le livre, et après, c'est les réalisateurs qui s'approprient le livre. On imagine que l'envie de l'adaptation au cinéma serait quand même aussi une réussite. Bah ouais, après, c'est... Vous savez, un livre, c'est le public qui lui fait son succès. Par exemple, si tu lis Ilias, ou toi tu lis Ilias, si tu aimes bien Ilias, tu en parles à ton copain. Ton autre copain, il va le lire. Et après, c'est le public qui s'empare du livre. Nous, on jette ça comme une bouteille à la mer, et après, c'est le public qui fait le livre. C'est lui qui fait un succès d'un livre. On avait une autre question. Oui. Moi, je suis arrivé en retard, j'ai perdu quand même de poser une question. Oui. Juste par rapport au processus d'écriture. Oui. Vos enfants, ils ont quel âge? J'ai un enfant de 14 ans et une fille de 11 ans. Ouais. Alors justement, c'est une bonne question. Je vais faire par l'extension. Les romans, ils sont destinés à quel type de public et à quelle tranche d'âge? Alors, Ilias, ça démarre à partir de 11 ans, ce diptyque. 11 ans jusqu'à 60 ans. Hein. En fait, c'est comme il y a plusieurs niveaux de lecture. 60 ans, c'est pas... Non, 70 ans. En fait, mon travail, j'essaie qu'il soit le plus simple possible, sans que ça soit simpliste, pour pouvoir toucher un grand large de... Moi, mes livres, j'ai toujours pensé à que le jeune, il le lit, il en parle à son père il lit le livre, la mère, elle lit le livre, et puis en famille, ils discutent. Ils font un débat dessus pour apporter pour qu'ils tous les quatre ils parlent du livre, parce que comme il y a plusieurs niveaux de lecture, chacun va avoir sa réalité par rapport à son livre et puis qui en discute.
Quoique, il y a quand même Fils à papa et Face au néant, qui sont pour et Route initiatique aussi, qui sont pour un public un peu plus avisé, c'est-à-dire à partir de 14-15. Parce que là, c'est une dystopie, ça parle, c'est un peu plus sombre, et c'est pas destiné à des enfants pas avant 14 ans. D'accord. Mais à partir de ces deux-là, à partir de 11 ans, et c'est si vous lisez de la bande dessinée. Ouais. Alors je me permets, j'ai trouvé que Ilias était accessible à la lecture, très aéré dans l'écriture aussi. Ouais. Des petits chapitres. Voilà, des petits chapitres qui sont faciles à lire pour les enfants les ados qui ont un rapport à la lecture qui est un petit peu plus difficile ou plus compliqué. C'est assez simple de lecture. Ouais. On avait une petite question, mademoiselle. Oui. Et il y a un an et demi. Il y a un an et demi. Le premier, il est sorti il y a un an, et le deuxième, il est sorti il y a quelques mois, il y a 2-3 mois. Alors, on a une question de ce côté-là. Oui. Oui, après on te... La plupart à partir de ces livres, Ouais. quel livre vous avez le plus aimé? Plus aimé c'est difficile, c'est comme si je dis lequel de mes enfants je préfère. C'est une question difficile. Je les aime tous. Peut-être L'amitié avant tout, c'est un livre qui m'a beaucoup touché parce que il y a beaucoup de moi dedans en fait. Et l'Ilias aussi, non, je les aime tous. Je peux pas... Alors, une autre question. Vos livres, ils ont été traduits en combien de langues? Traduit en rien du tout, en français. C'est déjà pas mal. Non, Bon, en tout cas, on souhaite qu'il voyage à Inch'Allah. l'international, qu'il soit traduit dans plusieurs langues. On avait une question aussi? Non? Mademoiselle, une question? Combien vous avez fait de livres? J'en ai fait 6. Il y a 6 livres, c'est 6 livres avec un où il y en a 2. L'Ilias, c'est un diptyque. Diptyque, ça veut dire sous 2 tomes. Voilà. Ouais. Et vous proposez quoi comme livre pour les débutants? Ilias. Tu dis Ilias, le tome 1, tome 2. Et en plus, il y a un héros, c'est quelqu'un qui fait des combats et tout ça, donc ça peut te plaire. Alors, pour les plus âgés, on va dire, on retrouve un peu Robocop et Terminator dedans. Ouais. C'est vrai que moi, j'ai eu ce réflexe de me Ouais. dire, tiens, ça me fait penser un peu aux personnages de fiction Robocop et Terminator. On avait une question là-bas, oui. Oh, l'amitié avant tout, il y a plus de 6 ans. Ouais. Mais il est sorti il y a 3 ans. Oui. Dans Ilias, il y a 2 épisodes. Il y a deux livres et il y a 2 livres, Et le deuxième. 2 tomes. Alors, Le premier, c'est le bleu, voilà. ça, pardon. Ouais, merci. Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que dans l'écriture, alors on a le Il y a diptyque, il y a le le frère, pardon, triptyque. qui voulait poser une pardon. question. C'est juste pour savoir où est-ce Ici, déjà, Alors, ils sont disponibles là en quantité très limitée. Pour les Ilias, en limité. Et après, il y a toutes les librairies musulmanes sur Internet, ou Al-Baïna, je sais pas si vous connaissez, ou même sur Amazon ou sur la Fnac. Il y a un peu en ligne. On va s'accorder encore 5 petites minutes, Oui. Inch'Allah, et puis après, on va... Oui. Bah oui, si la lecture elle est accompagnée de la maman à côté, il n'y a pas de souci. Inch'Allah. Ça peut vous créer en plus un moment de complicité avec la maman. Et c'est quel livre que vous avez pris plus de temps à écrire? Face au néant. Celui-là. J'ai eu un peu plus de difficultés à l'écrire. Oui. C'était combien? Alors, les prix sont affichés au dos des livres, et sinon, ils sont indiqués là-bas sur le papier. Oui. C'est lequel de livre que votre enfant le préfère? Mon enfant? Alors, est-ce qu'on peut lui poser la Bon, question? ouais, c'est lequel ton préféré, Aïssa? l'amitié avant. Ouais. Et Elias, tu as aimé? Ouais, il a fait le correcteur et le rédacteur en chef. j'ai l'impression, donc, Elias, ouais. Alors, pourquoi tu as aimé l'amitié avant tout? L'amitié avant tout, j'ai aimé déjà parce que déjà je me retrouvais parce que je vivais à Agadir. Du coup, je connaissais tous ces recoins, tout ça, et j'aimais bien
le réalisme des personnages. Ça veut dire qu'ils avaient tous une personnalité différente. Et malgré tout, enfin, il y a des liens qui sont D'accord. malgré la différence entre les personnages. Alors, est-ce que toi, ça t'a donné envie d'écrire ou tu t'intéresses à l'écriture ou pas du tout? Enfin, quand j'étais Bon, alors là... Non, quand il était petit, il écrivait un petit peu, non? deux, trois trucs, enfin, vite fait, hein. Je me projetais, enfin, je me disais, allez, je ne tente rien. Mais voilà, c'est pas concluant. D'accord. Ah bah, Inch'Allah. Inch'Allah, t'as le temps. T'as le temps. Alors, on avait d'autres questions. Vous prenez combien de temps environ à écrire un livre? Ça dépend. Par exemple, Ilias, le tome 2, comme j'avais déjà écrit le premier, j'avais les personnages et tout ça, ça allait très 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 vite. J'ai mis 3 à 4 mois pour l'écrire. Et comme j'ai dit, je vous ai posé, vous m'avez posé la question tout à l'heure. On a répondu. Moi, j'allais juste te demander lequel ça a duré plus de temps. Ah, lequel a plus de temps, c'est celui-là, Façonnéant. Oui. Avez-vous été aidé quand vous avez fait vos livres? Moi, je suis tout le temps aidé. C'est-à-dire que quand j'écris mon livre, je le montre à ma femme et à mes enfants, et ils me disent si c'est bien ou pas bien. Et après, j'essaie de rectifier. En fait, j'ai des lecteurs. Les lecteurs, ils me permettent de voir si je vais dans la bonne direction ou pas. Oui, Naam. Oui, barakallahu fik. Vous avez cité Malik Melek Benabi. Ouais. Est-ce qu'il y a quelques autres auteurs qui Par rapport aux penseurs. et en même temps qu'est-ce que ça c'est pour s'initier à l'écriture? Quels sont les on va dire s'il y a une petite trame, une structure sur laquelle ils peuvent partir éventuellement pour Moi, je pense que c'est à force de forger qu'on devient forgeron. Moi, je suis un autodidacte. J'étais ancien dyslexique. J'ai pas fait des grandes études. Donc, pour moi, ça a été le champ de tous les possibles. C'est-à-dire que déjà, ils prennent le stylo, ils écrivent. Et il faut aussi beaucoup lire. Il faut lire pour que ça vous crée déjà un champ lexical pour avoir beaucoup de mots dans la tête. Et à force d'écrire, on apprend à penser, et à force d'apprendre à penser, on arrive à faire des histoires. Et pour les penseurs, pour les livres, il faut lire des biographies. Les biographies, c'est bien, les biographies des prophètes, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des biographies qui sont accessibles, faciles à lire, et c'est eux déjà les premiers exemples à lire. Donc c'est important de les lire, et en même temps, ça vous permet d'avoir vos propres héros. Dernière question, Oui. puis après on va clôturer, Inch'Allah. Est-ce que vous avez fait un vivre de la vente de livres ou vous avez une activité à côté? Non, je suis éducateur. Je suis éducateur spécialisé auprès des adolescents. Ça, c'est mon activité principale. Au début, quand j'ai écrit des livres, je me suis dit, j'aimerais bien gagner ma vie avec des livres. Malheureusement, être auteur, il y a que 1%, même pas 0,05% qui vivent de leur livre. Alhamdoulilah, ça va, ça se passe bien, mais ça me permet pas de vivre, ça me paye mes vacances pour l'été avec les enfants. Alhamdoulilah, déjà c'est pas mal. On fait ça par passion et on fait ça pour la transmission. Parce que on n'a pas comme vous avez dit au départ, excuse-moi, il y a pas d'équipe, avant nous, quand on voulait avoir des romans, on n'avait pas des romans ou des personnages qui nous ressemblaient. On avait des personnages qui nous ressemblaient pas, on avait du mal à s'identifier. Maintenant, alhamdoulilah, avec la nouvelle génération d'auteurs, avec Lias Chakal, avec beaucoup d'auteurs, Qu'on reçoit le mois prochain. que vous recevez le mois prochain, il faudra lui faire un bel Inch'Allah. accueil, Inch'Allah. Franchement, Il a fait la série des Saladins où il traverse l'histoire et tout ça. C'est très très intéressant. Et puis voilà. On va prendre encore une dernière question, peut-être de quelqu'un qui n'en a pas posé. On a encore 2 questions de personnes qui n'ont pas posé. Oui, on va donner à la sœur avant tout. Qu'est-ce que vous conseillez à quelqu'un qui veut peut-être écrire un livre? De commencer. Bismillah, stylo ou là le clavier. Allez, faut se lancer. Faut vraiment se lancer, ne pas avoir peur parce que si vous commencez pas, vous pourrez pas savoir si c'est bien ou pas. Et même si c'est pas bien, après-demain, ça va être bien, Inch'Allah. Le frère, pardon. Oui, c'est juste par rapport à votre travail. Est-ce qu'on trouve des inspirations par rapport à ce que vous avez Oui, oui. C'est de la matière pour moi. Tout ce que je vis,
c'est de la matière. Maintenant, c'est de la matière en différé. C'est-à-dire ce que je vis, moi je peux pas, par exemple, ce que je vis à l'instant T, j'arrive pas à le mettre sur écrit le jour même. Il me faut 1 an, 2 ans pour digérer ce que j'ai vécu, pour avoir du recul et pour pouvoir écrire. Alors, désolé, on va devoir s'arrêter là. Avant de clôturer, moi j'ai juste une petite question et puis après je vous donnerai aussi une information. Comment se passe l'édition? Parce que on écrit, mais il y a aussi toute cette phase que nous on voit pas en tant que lecteur, c'est trouver quelqu'un pour éditer, produire notre livre et puis le diffuser en fait. Voilà. Donc ça c'est difficile parce que moi quand j'ai écrit mon premier livre, je pensais naïvement que je pouvais être édité par des maisons d'édition qui ont pignon sur rue. Malheureusement, comme je vous ai parlé tout à l'heure d'idéologie, il y a les maisons d'édition, pas toutes, mais à 99%, elles sont pas friandes de ce type de livre où le héros est musulman et il apporte des valeurs positives. Donc, fallait passer par des maisons d'édition de notre communauté. Donc, c'est fait pour nous-mêmes, avec nous, comme on dit. For us by us. For us by us, voilà. Donc, j'ai fait de l'auto-édition, j'ai fait moi-même, et je suis distribué par toutes les librairies musulmanes de France et du Canada et un peu en Afrique. Donc, je suis passé par les biais on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, faut passer par la communauté. Et s'il y a des maisons d'édition, mais c'est très rare, les maisons d'édition normales. Barakallahu fik. Voilà. Merci à vous. Alors, on vous a mis un petit papier, si vous avez des idées, des remarques à nous apporter, n'hésitez pas. Ça va nous permettre aussi d'améliorer les prochaines rencontres et puis aussi d'écouter les besoins des lecteurs et de ce qu'ils souhaiteraient. Et voilà. Donc, merci encore à vous. Merci à toi. Merci Camille, de m'avoir d'être venu. invité. Merci pour cet événement. Merci. Barakallahu fik. Barakallahu Merci, fikoum. merci Salam beaucoup les alaikum. jeunes. Barakallahu Merci. fikoum. Voilà, c'est ça. Merci à vous. C'est ça. Bravo frérot. Ouais, C'est toi qui as fait ça. ça aide aussi. Moi, j'ai que